Oui, je dirais que ce matin, j'étais un peu perplexe parce que j'ai commencé la matinée plutôt pessimiste avec la session climat. Et puis finalement, je suis devenue optimiste en écoutant les chimistes et en entendant parler des énergies renouvelables. Donc, je me flotte un peu entre ces deux postures extrêmes, mais je crois avoir compris malgré tout deux choses. D'une part, le dérèglement des systèmes climatiques est dû en grande partie à l'intervention humaine. Et d'autre part, il est urgent de réduire ce dérèglement si l'on veut préserver l'avenir et même le présent de la planète. Alors, il me semble donc urgent d'arriver à définir les politiques climatiques non seulement au niveau local et national, mais aussi au niveau global, au niveau mondial. Et alors, on pourra se donner des instruments juridiques pour appliquer ces politiques climatiques. C'est ce qui paraît le bon sens. Le problème, c'est que nos sociétés ne sont pas prêtes à cela. Nos sociétés sont encore organisées en États indépendants et souverains. Alors, en guise de politique climatique, qu'est-ce qu'on observe? Je dirais trop souvent une sorte de schizophrénie des États qui affichent une conscience universaliste, qui se disent soucieux d'assurer l'avenir de la planète, de sauvegarder le bien commun, mais qui en même temps pratiquent et encouragent, au nom de la concurrence économique, l'exploitation effrénée des ressources d'énergie fossile et pas seulement des ressources renouvelables. Il me semble que cela reflète une sorte de contradiction plus profonde entre les sociétés démocratiques qui sont faites d'individus animés d'un désir de bien-être le plus souvent matériel et les écosystèmes dont les enjeux sont essentiellement collectifs et globaux. Il y a peu de temps, dans un ouvrage qui vient d'être publié sous le titre « Démocratie et diplomatie environnementale », le philosophe Charles Arca disait « Si nous voulons sauver la planète, ne faut-il pas abolir la démocratie des individus telle que nous la connaissons aujourd'hui ?» Je ne suis pas sûre que tout le monde serait d'accord avec sa question, ou en tout cas sur la réponse à donner à sa question. Mais du point de vue juridique, le problème, c'est que les instruments juridiques restent identifiés aux États, donc inadaptés dans ce monde globalisé. Le colloque auquel Philippe Descola a fait allusion, nous avons tenu en juin dernier avec Alain Supiot, sur le thème « Prendre la responsabilité au sérieux », a montré pour un certain nombre de biens communs, dont le climat, mais aussi la santé, l'emploi, la monnaie, l'environnement plus largement, nous avons montré que la responsabilité juridique en la matière était incomplète, fragmentée, instable. En gros, la raison est simple à comprendre. Le droit national est limité par un principe de territorialité et le droit international est affaibli précisément par le principe de souveraineté. Alors que faire? Il me semble exclu, à court terme en tout cas, de mettre en place un gouvernement du monde. Je crois que le dictateur bienveillant auquel Roger Guenry a fait allusion aurait du mal à être accepté, surtout si on lui donne non seulement des pouvoirs économiques, mais des moyens politiques d'imposer au fond une sorte de raison d'État, mais une raison d'État qui serait élargie à l'échelle de la planète. Quant à inventer un régime politique démocratique et supranational, eh bien, je crois que l'exemple de l'Union européenne montre qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'on est loin du résultat à l'échelle européenne et a fortiori à l'échelle mondiale. Donc ce qu'il faut, c'est dans l'urgence essayer de repenser les instruments juridiques. Alors, s'agit-il d'inventer de nouveaux concepts? Je ne suis pas sûre. Ça a été essayé, ça n'a pas débouché sur beaucoup de conséquences tangibles. On a inventé le concept d'humanité avec le droit de la guerre à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, les conventions sur le droit de la guerre. Et puis on a inventé le concept de crime contre l'humanité au tribunal de Nuremberg. Ça n'a pas empêché les pratiques de déshumanisation de continuer. Alors après, dans le domaine de l'environnement, précisément, on a inventé le patrimoine commun de l'humanité.
pour désigner, c'était dans les années 60, on désignait ainsi les océans, la Lune et les autres corps célestes. Et l'intérêt du mot patrimoine était de montrer le caractère d'héritage, donc de transmission intergénérationnelle. Mais cette expression a finalement été rejetée par les États qui craignaient, au fond, une sorte de désappropriation de leurs propres ressources. Donc on n'a plus parlé de patrimoine commun de l'humanité à partir du sommet de la Terre de Rio en 92, mais de préoccupation commune de l'humanité, ce qui est beaucoup plus vague et ne permet pas de construire un raisonnement juridique. Alors, il faut dire qu'en termes conceptuels, on a aussi, dans les années à peu près 80, utilisé parfois l'expression empruntée aux économistes de bien public mondial ou de bien collectif mondial pour désigner des biens qui sont non exclusifs, ils peuvent être utilisés par tous, et non rivaux, puisque l'usage par quiconque ne compromet pas l'utilisation par autrui. Et le climat en est un exemple parfait. Mais le concept de bien public mondial ne résout pas la question des responsabilités. Alors, en revanche, et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention, on observe une sorte de bricolage juridique, et j'emploie le mot un peu au sens du bricolage moléculaire dont parlait François Jacob quand il disait « faire du neuf avec du vieux ». C'est un peu ce qu'on essaye de faire dans le champ juridique en utilisant des processus interactifs, comme par exemple le processus d'internationalisation du droit, qui consiste à organiser des interactions entre droit interne et droit international. Ce n'est plus la construction hiérarchique, l'un soumis à l'autre, c'est une conception qui effectivement ressemble plus pour les juristes à du bricolage, par interaction des deux ensembles normatifs, internes et internationaux. On observe aussi un processus qu'on peut appeler de densification des normes lorsqu'on passe de la soft law, d'un droit doux et non contraignant, à la hard law, un droit dur et contraignant. Et alors, ce qui me semble, c'est que dans notre domaine, au fond, ce sont peut-être ces processus interactifs qui seraient les plus efficaces. Nous avons essayé de le montrer à la suite du colloque de juin dernier dans un petit cahier que nous avons publié, qui est un extrait du colloque, sur 12 propositions juridiques à propos du climat. Et ce que nous montrons dans ce cahier, c'est qu'en utilisant ces processus d'interaction, il serait possible de responsabiliser les États et de responsabiliser les entreprises transnationales à l'échelle mondiale, les États malgré le principe de souveraineté, les entreprises malgré le fait que le modèle libéral privilégie l'autorégulation, donc la soft law. Et puis, sans doute, pour rendre le tout plus efficace, faudrait-il songer, je terminerai par là, à responsabiliser les acteurs de la société civile, c'est-à-dire précisément ceux qui sont ici aujourd'hui, les scientifiques et les acteurs civiques, les citoyens. Mais comment responsabiliser les États? Pour surmonter l'obstacle de la souveraineté, je réponds, il faut essayer d'organiser les interactions entre droit international et droit interne. C'est précisément le sens du principe qui a été adopté pour le climat dès 1992, pour la Convention climat, et repris ensuite à Kyoto en 1997, principe des responsabilités communes mais différenciées. Alors c'est un principe qui est très critiqué à l'heure actuelle pour sa rigidité, parce qu'il aurait servi d'alibi à l'inertie. Le problème, c'est en effet que dans la première version de ce principe, la différenciation, c'était très simple. Il y avait deux catégories de pays, c'est dans l'annexe au protocole, les pays industrialisés qui s'engagent immédiatement sur un agenda précis, et les autres, tous les autres, dont l'engagement se réduit à une obligation d'adaptation très vague. Le résultat, c'est qu'il a fallu renégocier l'accord dans la mesure où la situation a évolué, et c'est ce qui nous conduit au blocage depuis Copenhague, depuis 2009, à toutes les tentatives pour organiser la période post-Kyoto. En effet, le monde a beaucoup évolué et les pays émergents ont rattrapé, parfois dépassé, les pays industrialisés. Alors, je dirais, c'est surtout pas le moment de renoncer au principe
car ce principe des responsabilités communes mais différenciées répond très précisément aux insuffisances du droit. Face à la nature globale des phénomènes climatiques, il serait peu efficace de laisser chaque État faire ses choix en toute autonomie. Le souverainisme, je dirais, autonome, solitaire et sans efficacité. Mais en même temps, il serait injuste de prétendre imposer les mêmes règles à la même vitesse d'intégration de ces règles à tous les États. Autrement dit, un universalisme unificateur, uniformisateur, serait sans légitimité. Donc pour rendre opérationnel ce principe qui me semble une clé de la gouvernance mondiale, il faut combiner l'universalisme et le souverainisme. Il faut contextualiser le droit international et internationaliser le droit interne. Et ça, on peut l'observer à propos de 3 processus qui sont en cours, qui concernent l'anticipation, la différenciation et puis la contrainte. Alors, l'idée d'anticipation, elle est nouvelle dans le champ juridique. Elle apparaît avec essentiellement les problèmes liés à l'environnement et plus particulièrement au climat. C'est tout simplement le concept de génération future. Les générations présentes se reconnaissent un devoir à l'égard des générations futures, et ce devoir est inscrit dans le droit international à travers la notion de développement durable. Alors là, il y a des critères qui sont des critères à vocation universelle, puisque ce sont les critères scientifiques qui sont explicités par les spécialistes du climat. Dans le dernier rapport du GIEC, on a d'ailleurs 2 échelles pour ces critères de gravité du risque, d'une part, et de fiabilité des preuves, d'autre part. Ce qui est intéressant, c'est que du point de vue du droit international, ces critères permettent de définir les objectifs communs. Anticiper, c'est aller vers des objectifs, et ces objectifs sont les mêmes, devraient être les mêmes à l'échelle mondiale. Donc ça commande l'évaluation des contributions de chaque État. Alors les objectifs, vous les connaissez bien. Il y a l'objectif quantitatif, la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Et on sait que le seuil a été évalué depuis Copenhague entre 1,5 et 2 degrés centigrades. En l'état des déclarations des États, il serait largement dépassé, d'après les dernières évaluations. Alors, c'est dire l'importance du second objectif, plus qualitatif, d'adaptation des sociétés, notamment par le recours à des énergies renouvelables. Et ce qu'on a entendu ce matin était à la fois un encouragement, puisqu'on nous a dit que les progrès à venir étaient considérables, mais peut-être avec un bémol, c'est les difficultés immédiates rencontrées, notamment pour le stockage de ces énergies renouvelables. Alors je pense que l'accord de Paris, j'espère que l'accord de Paris combinera les 2 objectifs. Alors le problème, c'est que par rapport à ces objectifs communs, si on les inscrit dans l'accord, il faudra évaluer les contributions nationales. Et cela suppose que ces contributions soient comparables. Or, en 2013, la conférence de Varsovie a adopté un dispositif qui est très connu maintenant, qui confie aux États eux-mêmes et pas à la communauté internationale le soin de déterminer leurs contributions et leurs ambitions. C'est le fameux INDC, pour Intended Nationally Determined Contributions. Alors c'est un dispositif qui est très utile parce qu'il a permis de débloquer les négociations, mais il rend la comparaison difficile parce qu'en fait il renationalise les processus d'adaptation. D'autant que les réponses qui sont fort heureusement nombreuses, 155 je crois au 30 octobre sur 195 États et 90% des émissions, ces réponses sont très hétérogènes. Les rapports sont difficiles à comparer parce que les objectifs ne sont pas les mêmes d'un rapport à l'autre, les années de référence et les années cibles ne sont pas les mêmes, la cible de réduction des émissions est tantôt globale, tantôt par secteur d'activité, et enfin beaucoup d'États incorporent dans leur rapport tout un ensemble de mesures extrêmement larges, y compris le soutien aux énergies renouvelables, la baisse des énergies fossiles, la modification des pratiques agricoles et bien d'autres encore. Donc, à partir des réponses des États, il reste un travail à faire du point de vue juridique, c'est de dégager une grille commune qui préciserait les informations à fournir de manière à ce qu'on puisse ensuite comparer les propositions des États.
Si on a cette grille commune, alors on peut passer au deuxième processus qui est la différenciation. L'anticipation se situe au niveau du droit international. La différenciation, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut bien voir que la différenciation ne veut pas dire que l'on renonce à toute responsabilité commune. Mais c'est plutôt un peu comme ça fonctionne en matière de droits de l'homme, plus ou moins bien, mais ça fonctionne, reconnaître une sorte de marge nationale d'appréciation. La marge relève du droit interne, mais si on veut éviter d'aboutir à une renationalisation du système, il faut éviter toute autodifférenciation. Autrement dit, il faut des critères communs pour évaluer la compatibilité entre les choix nationaux et les objectifs communs. Alors, il y a une première série de critères qui consiste à différencier le degré d'anticipation dans l'espace pour rendre un accord acceptable. Acceptable, c'est-à-dire en ne privant pas les générations présentes du droit au développement. Alors, c'est une notion qui ne relève pas de critères universels, qui relève de critères politiques au sens large, parce qu'on est renvoyé au contexte national. Il y a le critère économique qu'évoquait Roger, la notion de coût économique acceptable. Il y a les critères sociaux, la notion de lutte contre les exclusions, les critères géographiques, la vulnérabilité de certains pays, les critères technologiques, la dangerosité de certaines pratiques. Cette première différenciation, je dirais, dans l'espace, au nom d'une l'anticipation acceptable, ne suffit pas. Il faut aussi reconnaître la fameuse dette écologique que les générations présentes ont hérité des générations antérieures. Donc admettre une certaine différenciation dans le temps, je disais au début, ou pas imposer le même rythme à des pays qui n'ont jamais connu le développement et aux autres. Alors c'est cela qui sous-tend la création du Fonds vert, c'est-à-dire des aides en faveur des pays en développement. Ce que je voudrais faire valoir ici, c'est que la combinaison des deux processus, anticipation, différenciation, offre un instrument juridique à la fois interactif et évolutif. Interactif parce que l'anticipation mobilise le droit international et la différenciation le droit interne. Évolutif parce que par nature, la marge nationale va varier quand les données évoluent. Donc ça permet d'avoir un espace commun qui s'adapte aux évolutions des données sans qu'on ait besoin de recommencer chaque fois la négociation, éviter ce qui s'est passé depuis Copenhague. Alors ce qui reste, c'est le plus difficile, c'est la mise en œuvre, c'est-à-dire l'idée de contrainte. Et là, au stade actuel, à travers les informations que j'ai pu avoir, le troisième processus reste très incertain, hésitation sur la forme de l'instrument qui va sortir de la conférence de Paris, hésitation sur le mécanisme de suivi de cet instrument. Alors pour la forme, c'est étrange parce qu'il y a des flottements sémantiques au niveau du préaccord qui témoignent en réalité des hésitations entre plusieurs options. Alors on parle tantôt de commitment, d'engagement, tantôt de contribution ou d'action, ce qui veut dire qu'on a des degrés de contrainte très, très différents d'un cas à l'autre. Si on crée un nouvel accord de type protocole comme celui de Kyoto, on aura un effet contraignant à partir du moment où les États auraient ratifié le protocole, ils seront engagés. C'est le choix qui est privilégié par les pays européens, mais pas par les États-Unis. Et pour une raison liée au système constitutionnel américain, parce qu'un tel choix, il faudrait qu'il soit ratifié par un vote au Sénat des 2/3, qui a très peu de chances d'obtenir. Alors l'idée, ce serait de faire un instrument juridique d'un type un peu nouveau, qui serait créé en quelque sorte par la conférence de Paris, qui pourrait être une nouvelle annexe ou un amendement à l'annexe ou un instrument hors annexe, hors traité. Mais l'objectif, vous voyez à quel point on peut parler de bricolage, l'objectif c'est qu'à la fois ce soit un instrument auquel s'applique la Convention de Vienne sur les droits des traités et auquel ne s'applique pas la Constitution des États-Unis, de manière à éviter le vote du Sénat. C'est ça qu'on cherche. Alors il y a une troisième formule, c'est la solution si on n'arrive pas à accepter la contrainte, c'est une simple décision, une simple déclaration adoptée par consensus, donc immédiatement applicable, mais pas contraignante.
Alors ça, c'est un premier point, mais s'agissant de la contrainte, ce qui va être très important, ce sont les mécanismes de suivi. À première vue, ce qui paraît le bon sens, ce serait de reprendre le mécanisme qui avait été créé à Kyoto, qui était conçu, c'était un peu, si vous voulez, le jeu de la carotte et du bâton. Il y avait un comité de suivi composé de 2 groupes, le groupe de facilitation qui donne des conseils et des aides en facilitation et qui joue un rôle de prévention. Et puis le groupe de l'exécution, en cas d'incompatibilité, on applique des pénalités, c'est le rôle de sanction. Le problème, c'est que ce dispositif est resté pratiquement inappliqué. Certains pays ont même retiré leur signature du protocole de Kyoto parce qu'on avait essayé de leur appliquer le système des sanctions. Donc on s'oriente vers un mécanisme plus progressif qui combinerait plusieurs choses. En fait, la procédure de révision, dont il a été beaucoup question ces temps-ci dans la rencontre France-Chine, qui a eu lieu à Pékin, une révision qu'on envisage, semble-t-il, tous les 5 ans, il vaudrait mieux qu'elle soit annuelle, révision des objectifs selon les progrès accomplis. Et puis, il faudrait des procédures de vérification, des dispositifs permettant de vérifier la conformité des pratiques prévues par les INDC, et d'organiser leur mise en conformité. Et puis, malgré tout, on n'échappera pas, si on veut que le système soit efficace, en cas de non-conformité persistante, à un système de sanction par un juge. Oui, mais alors j'ai prononcé un gros mot qu'il ne fallait peut-être pas prononcer, le mot juge. De quel juge s'agirait-il? Logiquement, ce serait un juge international. Mais là, il y a beaucoup de possibilités et aucune certitude. Est-ce qu'il faut renforcer la compétence de la Cour internationale de justice? Il y a un club de juristes français qui propose à cette occasion que la France reconnaisse ce qu'elle n'a pas encore fait, mais ce que la plupart des pays européens ont fait, la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice, qui pourrait arbitrer les affaires en matière climatique. Ou est-ce qu'il faut élargir la compétence de l'organe d'appel de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ou celle du Tribunal international du droit de la mer, voire la compétence de la Cour pénale internationale si on introduit un concept de crime en la matière? Ou est-ce qu'il faut créer, ça a été proposé par certains, un tribunal ad hoc, un tribunal pénal international nouveau, compétent dans ces matières? Ou encore, et la dernière voie est peut-être la plus réaliste, mais c'est vraiment du bricolage une fois de plus, renforcer l'articulation entre le droit international du climat et le droit international des droits de l'homme. Il y a une affaire en cours devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui a été saisie en 2013 par l'Arctic Athabascan Council contre le Canada en raison d'une accélération du réchauffement de la calotte arctique au nom des droits des peuples autochtones dans leur territoire collectif traditionnel, au nom de la propriété collective, au nom de la santé, etc. Cette affaire a été acceptée par la Commission, mais elle n'est pas encore jugée. Alors, à défaut de suivre la voie internationale, il y a la voie nationale, s'adresser à un juge national. Mais là encore, ça ne peut marcher que si on joue sur l'interaction entre le droit interne et le droit international. Alors, il existe un exemple dans lequel cette idée a fonctionné. C'est tout récent, c'est juin, je crois, 2015 ou avril 2015, un tribunal néerlandais installé à La Haye, mais ce n'est pas la Cour internationale, c'est un tribunal hollandais de La Haye, qui a précisé que les obligations pour l'État étaient d'adopter des mesures nécessaires pour protéger ses citoyens du danger imminent causé par le dérèglement climatique. Et il a fondé sa décision sur les engagements internationaux et le droit international. À la fois les instruments internationaux signés par les Pays-Bas et la Constitution hollandaise, le Code civil néerlandais. Alors, ce qui est intéressant au passage, c'est que le tribunal a écarté l'argument du gouvernement de séparation des pouvoirs, en disant que l'affaire était trop grave et que le non-respect des engagements internationaux et nationaux devait être sanctionné. Alors, ce qui est intéressant, et nous en parlions à un déjeuner avec l'ambassadeur de Norvège,
c'est qu'il y a d'autres plaintes en cours à la suite de cela, notamment en Norvège et aux Philippines. Au fond, on constate ce phénomène qui est plus large, bien sûr, que les affaires de climat, de ce qu'on peut appeler cross-fertilization, fécondation croisée entre les différents juges, qu'ils soient au niveau national, régional ou mondial. Et je crois que c'est un phénomène qui accélère le processus de judiciarisation. En tout cas, une telle jurisprudence encore provisoire annoncerait la transformation de ce qu'on peut appeler la souveraineté solitaire des États, États indépendants, à ce que je propose d'appeler non pas la souveraineté partagée, parce que quand on partage un gâteau, on divise les parts, mais la souveraineté solidaire, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas, on ajoute. On ajoute la protection des biens communs à celle des intérêts nationaux. On l'ajoute parce que les États sont interdépendants maintenant. Mais alors, pour atteindre les objectifs communs, tout cela ne suffira sans doute pas. Et pour atteindre les objectifs communs, il faudra sans doute aussi responsabiliser les entreprises transnationales. Ça, c'est une autre affaire, un autre bricolage juridique. Parce que ce qu'on sait, c'est que les pouvoirs des acteurs économiques privés que sont les entreprises transnationales sont considérables et parfois supérieurs à un certain nombre de pouvoirs étatiques. Or, ces entreprises, par définition, déploient leurs activités au-delà des frontières, donc elles bénéficient d'une sorte d'immunité. Certains parlent d'impunité, je préfère parler d'immunité de fait, parce que d'un côté, elles ne sont pas soumises au régime international, le droit international est réservé aux États, il ne s'applique pas aux entreprises, et d'un autre côté, elles échappent en fait au juge national dans les États qui sont trop faibles ou pour engager des poursuites ou pour faire exécuter une condamnation. On a l'exemple d'un tribunal de l'Équateur qui avait condamné une entreprise transnationale pour des cas de pollution grave à des peines d'amende très importantes. La décision n'a pas encore été exécutée 5 ans plus tard parce que l'Équateur n'avait pas les moyens de la faire exécuter. Alors, que faire? Je dirais que déjà à présent, beaucoup de transnationales se sont spontanément impliquées, engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont des engagements volontaires au nom de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Et tout récemment, lors du sommet qui s'est appelé Entreprises et climat, c'était en mai dernier à Paris, ces entreprises se sont dites disposées à s'engager. Mais c'est un peu comme les États, elles veulent déterminer elles-mêmes les objectifs de réduction des émissions de gaz qu'elles souhaitent atteindre. Donc on est dans le domaine de l'autorégulation, de la soft law. Alors ce sont les normes techniques, ce sont les accords sectoriels signés par exemple par les entreprises de transport aérien et maritime international, ce sont les accords environnementaux. Le problème, c'est que leur application est laissée au bon vouloir de l'entreprise. Or, il semble bien, je ne suis peut-être pas d'accord avec Roger sur ce point, que la logique du marché à elle seule ne garantit pas l'effectivité des engagements. Le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, invite à renoncer à ce qu'il appelle la conception magique du marché, qui consiste à penser que les problèmes se résoudront comme par magie, avec simplement l'accroissement des bénéfices. En tout cas, pour responsabiliser, il faudrait organiser des interactions entre soft law et hard law, durcir le droit doux, densifier la norme. Et ça, on peut le faire de plusieurs manières. Il y a les mécanismes d'incitation qui nous renvoient aux mesures financières, favorisant la réduction des émissions de gaz. Alors, je ne vais pas reprendre l'exposé qui vient d'être fait. Je rappelle simplement qu'il y a le plafonnement des émissions, il y a la fixation du prix carbone, il y a la redevance ou la taxe carbone, avec toutes les précisions qui nous ont été données. Est-ce que cela sera suffisant? On peut craindre que les mesures soient peu incitatives en l'absence de sanctions. En tout cas, peut-être partiellement seulement incitatives. Alors, faut-il introduire des sanctions et dans ce cas-là, lesquelles? Il s'agirait au fond de sanctionner la violation d'engagements qui ont été volontairement pris, spontanément pris. Et là encore, ça pose la question devant quel juge?
logiquement, ce devrait être devant un tribunal international créé pour ces affaires d'environnement et plus particulièrement de climat. L'idéal, ça serait que le même tribunal, à ce moment-là, soit amené à juger les violations commises par les États ou par les entreprises. À défaut, c'est sans doute le juge national qui est le plus présent en ce domaine. Il y a une étude récente qui a été publiée à Columbia en 2015 qui montre qu'il y a eu environ 500 conflits résolus par des juges en matière de climat depuis 2013, mais très peu de condamnations. Comme exemple de condamnation, on cite toujours le même, il est très isolé, mais je le cite quand même. C'est une décision de la Cour suprême du Nigeria qui a condamné la compagnie pétrolière Royal Dutch Shell à s'abstenir de la pratique du gaz flaring. Selon les juges nigériens, la combustion du gaz produit par l'extraction du pétrole en violation du droit international avait causé des émissions de gaz susceptibles de porter atteinte à la vie et à la dignité des populations riveraines. Autrement dit, on est passé par le droit international des droits de l'homme, application directe au niveau du juge national, pour arriver à cette sanction. Et plus largement, certains collègues suggèrent que l'on pourrait stimuler le système de sanctions nationales en utilisant la jurisprudence des cours droits de l'homme qui ont créé une obligation positive d'adopter des mesures pour prévenir la violation des droits de l'homme. C'est ce qu'on appelle l'effet horizontal des droits de l'homme. Par ricochet, en quelque sorte, les États doivent assurer le respect, donc prévoir des sanctions. Alors, je n'insisterai pas davantage sur ce point, simplement pour rappeler que, à force de vouloir responsabiliser les entreprises, on risque de donner raison à Suzanne Georges quand elle dit finalement les entreprises transnationales deviennent les véritables pilotes de la mondialisation. C'est à Davos que se fait la gouvernance du monde. Ça, c'est la critique souvent entendue. Pour y répondre, il faudrait responsabiliser les acteurs civils, la société civile, c'est-à-dire les acteurs scientifiques et les acteurs civiques, les citoyens. Je ne développe pas ce point qui est développé par ailleurs dans nos travaux et je dirais en conclusion qu'à l'heure où la peur de l'autre, le terrorisme mais aussi l'étranger, fût-il demandeur d'asile, risque d'embraser la planète et de conduire vers une sorte de guerre civile mondiale permanente, on en vient à se demander si le dérèglement climatique n'est pas une chance pour l'humanité. Oui, je dis bien une chance, en espérant que ce ne soit pas la dernière, une chance s'il fait naître en temps utile un sentiment de responsabilité, car il me semble que la mobilisation exceptionnelle des différentes composantes de la société exprime pas seulement la peur d'une catastrophe climatique, mais une volonté de prendre en charge un destin commun. Et cela invite à penser que le moment est peut-être venu de tirer toutes les conséquences de nos interdépendances. À Rio, on avait dit la terre foyer de l'humanité forme un tout marqué par l'interdépendance. Eh bien, depuis, les interdépendances n'ont cessé de croître entre les États, entre les humains présents et futurs, et aussi entre l'homme et la nature. Alors, le président de la République, que nous allons recevoir très peu de temps maintenant, au moment de ses vœux en décembre 2014, avait annoncé que la conférence de Paris, qui va s'ouvrir dans quelques jours, pourrait être l'occasion pour la France d'entraîner le monde, ce sont les mots qu'il avait employés, d'entraîner le monde vers une nouvelle déclaration universelle qui, au nom de l'humanité, reconnaîtrait nos responsabilités d'êtres humains comme êtres doués de conscience et de raison. C'est l'article 1 de la Déclaration universelle. Alors, si cela se fait, l'accord de Paris sera peut-être l'acte de naissance éminemment politique d'une communauté de destin, façon de donner pleine légitimité au bricolage des juristes. Merci.